sur la base d'expressions qui sont totalement sorties de leur contexte est un peu la marque de fabrique de la gauche et de l'extrême gauche ces derniers temps. En effet, et puis surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est que la séquence pour une partie de la gauche et pour la France insoumise principalement est une séquence qui est désastreuse depuis le 7 octobre 2023 notamment. On a eu un certain nombre de propos qui ont été tenus par des responsables de la France insoumise, parfois par des personnes qui sont des militants de la France insoumise, militants des partis de gauche, notamment les Verts, etc., qualifiables d'antisémitisme notamment, et même parfois de racisme. Et donc, dans une logique où une partie de la gauche est de plus en plus attaquée sur des valeurs qui sont supposées être des valeurs de gauche, c'est-à-dire l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme, alors s'opère une véritable cabale pour justement disqualifier ceux qui justement mettent le doigt là où ça fait mal, ceux qui mettent en lumière, donc notamment la chaîne CNews, mais pas seulement, qui mettent en lumière justement ces propos et ces positionnements d'une partie des responsables politiques. Et donc, vous avez une sorte de contre-feu qui est allumé par une partie de la gauche pour justement éviter qu'on puisse le faire le reproche, qui est un reproche légitime. Et c'est intéressant si on s'intéresse à ces méthodes, parce qu'en fait, ce que l'on remarque, si on Exactement, mais parce qu'en fait, la France insoumise se proclame comme un parti anti-système. Jean-Luc Mélenchon en a fait sa stratégie, le dégagisme, le contester même le fondement de certaines institutions, etc. Le problème, c'est que c'est là où ça devient complètement paradoxal, c'est qu'ils se prétendent anti-système, mais la stratégie de défense est nulle, puisqu'ils disent que parce que Rima Hassan est eurodéputée, alors elle devrait bénéficier d'immunité parlementaire. Mais du coup, on ne comprend pas. Est-ce que vous êtes anti-système et pour autant vous vous cachez, entre guillemets, derrière le système? C'est ça que les gens en ont un peu marre, parce qu'en fait, on en a assez que des élus de la République fassent la leçon en se disant on est anti-système, on est contre les institutions, on est contre tout ce qui est immunité parlementaire, comme l'a dit Élodie, quand ça touche d'autres politiques qui ne sont pas de leur bord politique, d'ailleurs même des députés qui soient des parlementaires qui soient socialistes, de droite ou du Rassemblement national. Alors là, effectivement, il faut absolument lever les immunités parlementaires, il ne faut pas utiliser la présomption d'innocence, etc. Enfin, on la respecte pas. En revanche, quand c'est sur eux, ça leur pose problème. C'est pour ça que je trouve que c'est la pire stratégie de défense possible, parce que même à essayer de se victimiser, ça ne leur permettra pas de gagner des voix ou gagner des parts électorales. À la limite, ça va renforcer leur base, mais uniquement cela. Christian Flech, un commentaire. Oui, en effet, c'est compliqué parce que on le voit bien que Rima Hassan est en difficulté, en tout cas sur le terrain du fond, parce que là encore, on peut regarder, quand on regarde dans le détail de ce que recouvre la loi qui justement punit l'apologie du terrorisme qui a été faite après 2015, dont il faut rappeler pourquoi, parce que on a assisté à un terrorisme d'atmosphère qui se structurait avec l'idée que des acteurs isolés pouvaient pouvaient passer à l'acte parce que justement des personnes dans le débat public, dans la sphère politique, au niveau de l'action militante, etc., pouvaient faire l'apologie, c'est-à-dire encourager indirectement la reproduction d'idées à caractère terroriste. Et pour cela que la question de l'apologie contre le terrorisme a été mis dans la loi pour éviter justement cela, parce qu'on a assisté à un terrorisme avec des gens qui se radicalisent tout seuls et qui peuvent utiliser une citation, un tweet, etc., comme motif, comme prétexte pour passer à l'acte. Et donc, oui, on voit que Rima Hassan est en difficulté. Et il faut aussi rappeler une dernière chose. Justement, moi, c'est ce que je disais avant la pub. Et ça, on ne le voit pas. Moi, je trouve qu'elle a l'air quand même très tranquille, qu'elle n'a pas du tout l'air inquiète, qu'elle a un aplomb assez incroyable, aplomb qui caractérise d'ailleurs beaucoup de membres de la France insoumise dans ce type de situation. Elle n'a pas du tout l'air inquiète, Madame Hassan. Elle se dit que la judiciarisation de ses propos pourra lui être favorable parce qu'elle va s'ériger en martyr, martyr par rapport aux causes. Mais sur le fond du dossier, quand même, elle est en difficulté, encore une fois. Et l'immunité parlementaire... Quand on cite un terroriste, c'est difficile de pas... Et l'immunité parlementaire, c'est pas le droit à dire n'importe quoi non plus. L'apologie du terrorisme, c'est quelque chose qui est très circonscrit. Et en l'occurrence, effectivement, encourager, soutenir publiquement un auteur qui a été effectivement qui a été un terroriste, ça rentre dans le champ d'application de la loi, justement, contre l'apologie. Oui, Karima Brick. Mais aujourd'hui, on fait de la politique. Mathieu Hoc et Karima également, Karima Brick, et éventuellement Michel, parce qu'il nous reste 3 minutes là. Très, très rapidement, mais ce que montre cette situation, et c'est ce qu'a dit Raphaël Steinville, et c'est ça qui est quand même assez paradoxal, ce ne sont pas aux Français de se serrer la ceinture, mais c'est à l'État de se serrer la ceinture, parce que comme vous l'avez rappelé, 60% il n'a plus de ceinture, l'État, donc le problème c'est que le pantalon est déjà aux chevilles. Je veux bien, mais à un moment donné, ça suffit quand même, 60% de taxes, il faut quand même découpler, il y a la TVA, c'est vrai, et l'État a fait un petit geste pour quelques
quelques métiers précis. Donc, on a 70 millions plus maintenant ce prêt flash, même si ce n'est qu'un prêt, évidemment. Vous avez les pêcheurs, les transporteurs, les agriculteurs. Exactement. Vous avez les producteurs d'énergie, donc Total Energy, qui fait un geste également. Mais par contre, par exemple, il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est la TICPE. La TICPE, c'est prélevé donc par l'État. C'est une taxe qui est prévue. C'est pour ça qu'on parle de taxe sur la taxe, c'est puisque la TVA prend en compte la TICPE. Et en fait, personne ne veut baisser la TICPE, alors qu'elle est, par exemple, l'État la reverse 40% du produit de cette taxe aux collectivités territoriales et notamment aux régions. Et par exemple, on n'entend pas de responsables de région nous expliquer qu'il faut baisser les dépenses publiques pour pouvoir baisser cette taxe. Nous, on a fait un calcul dans notre think tank. Si les régions lançaient un plan d'économie de 5%, juste 5%, donc c'était ce qu'avait fait, vous vous rappelez, Christelle Morancet dans la région Pays de la Loire, elle avait été calomniée par la une de Libération en disant c'était Javier Milei au féminin avec une tronçonneuse, etc. Si chaque région française fait 5% d'économie, on est capable de générer quasiment 10 milliards d'euros d'économie et donc baisser la facture pour les Français qui travaillent. Et donc, c'est pour ça que je dis il faut désocialiser notre économie à terme. Ça ne se fera pas en un mois, mais voilà, lancer un vaste plan de baisse de la dépense publique pour que l'État et les collectivités locales prélèvent moins pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Intervenir et mettre en péril les finances publiques ou rester passif. C'est le résultat du laxisme que nous avons dans notre pays sur ces questions-là, parce qu'en fait, on voit bien que l'inaction politique crée nécessairement de l'impunité, puisque effectivement, il n'y a pas d'initiative politique pour réprimer significativement ce type de fait. Donc forcément, ça crée donc de l'impunité. Et qui dit impunité dit nécessairement récidive. Et moi, je prends toujours cet exemple-là qui est marquant. Et je pense ces jeunes-là ont peut-être vécu voire été impliqués ou de près ou de loin dans les émeutes de l'été 2023. Et quand on prend le bilan de la réponse judiciaire des émeutes de l'été 2023, on voit bien qu'il y a plus de 60% des personnes étaient mineures, des émeutiers étaient mineurs. Donc c'est vraiment un phénomène nouveau. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que la peine encourue lorsque vous dégradez un bâtiment public, c'est 5 ans de prison. Or, le problème, c'est que la peine encourue n'est jamais la peine réellement prononcée par un juge, donc le laxisme de la justice, puisque la peine prononcée moyenne était de 9 mois. Et surtout, c'est que la peine réellement exécutée, après les émeutes de 2023, c'était moins d'1 an, donc forcément un bracelet électronique ou une alternative à la prison. Donc, qui dit aujourd'hui dégradation de biens publics dit que vous n'irez jamais en prison. Et en plus, on est sur des jeunes, donc nécessairement, vous avez donc une culture d'impunité. C'est QFD, tout est dit à travers ce dernier commentaire.